À la une ce soir, Gabriel Galion, journaliste politique au franc-parler, nous a quittés ce matin. La disparition de notre confrère a touché les nombreuses personnalités qu'il avait côtoyées pendant sa carrière. Il a travaillé durant 34 ans pour le quotidien France-Antilles. Les Iléens, mobilisés pour sauver leur hôpital, ils craignent une mutualisation des services dans d'autres structures en cas d'application du groupement hospitalier de territoire. Un collectif a été monté. Un court-métrage pour lutter contre le harcèlement scolaire. Les collégiens de Dillon 2 ont travaillé sur le projet pendant 4 ans. Le film a été présenté pour la première fois au parc culturel Aimé Césaire. Enfin, la nuit des publivores sera de retour en Martinique après 10 ans d'absence. Une manifestation avec des projections de publicité du monde entier au Palais des Congrès de Madiana. Des animations à chaque entracte seront proposées. Eddie Marajo, organisateur de la manifestation programmée ce samedi, est notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Il était de cette trempe de journalistes comme il n'en reste plus. Encyclopédie de la politique martiniquaise, Gabriel Galion est décédé aujourd'hui à l'âge de 61 ans. Journaliste pendant 34 ans pour le quotidien France-Antilles, il a succombé à la maladie. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Son bureau est aujourd'hui vide, c'est toute une rédaction, toute une profession qui est attristée par la disparition de Gabriel Galion. Journaliste politique de France-Antilles depuis 1983, l'homme aura marqué tous ceux qui l'ont fréquenté de près ou de loin. Fernand Bibas est un ami de longue date, les bons souvenirs ne manquent pas. On a perdu vraiment quelqu'un, un frère, en plus de ça on était toujours ensemble, à part France-Antilles, on s'est rencontrés à l'Impératrice. On appelait la l'EHPAD. Béni avait donné le nom parce qu'il a fait que des anciens. On rigole là maintenant. Gabriel, c'est un gars exceptionnel. Un personnage piquant et attachant, à l'image de cet échange. Avec nous, pour en parler, le journaliste Gabriel Galion, journaliste à France-Antilles, observateur et analyste de notre vie politique depuis, Gabriel Galion, des décennies, 30 ans. 40 ans, 50 ans. Vous voulez me faire croire que vous n'étiez pas né. Journaliste référence dans son domaine, il a travaillé pendant de longues années dans l'Hexagone. Spécialiste de la sphère politique, il était un observateur avisé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Revenu en Martinique en début des années 2000, son caractère bien trempé, sa plume aiguisée et sa langue acérée étaient sa marque de fabrique. De toute façon, ça doit respecter le principe d'unité de libre circulation des marchandises et des biens. Oui. Mais ça a existé même dans l'Union européenne. Ça a toujours existé, Michel. Oui. Donc, il a bien inventé pour le 349. Jean-Marc Pulvar, son ami, animait une émission à ses côtés. Il retient l'image d'un homme qui aimait la vie et qui a conservé sa personnalité jusqu'au bout. Nous sommes allés le voir chez lui il y a environ un mois. Il avait encore sa langue, ses blagues. Puis il ne se laissait pas faire, il ne se laissait pas démonter. Quand tu essayais de faire petite plaisanterie avec lui, il avait toujours du répondant. Et ça, on va s'en souvenir. Et si aujourd'hui il ne veut pas, dommage, il était comme ça. Tout bord politique confondu, Gabriel Galion avait acquis le respect, par son professionnalisme bien sûr, mais aussi par sa franchise, ses compétences et ses connaissances. On a perdu un grand journaliste, quelqu'un qui allait au fond, qui connaissait ses dossiers, qui fouillait ses dossiers de plénière, qui fouillait tout ce qui se passait au Parlement, qui connaissait sur le bout des doigts l'histoire politique de son pays. Et ça, c'est assez rare. On savait quand il vous appréciait ou pas. Il ne savait pas avoir deux visages. Et donc, personnellement, comme je suis un peu du même bois, je pense qu'on avait cette espèce de complicité dans l'expression naturelle et je dirais sincère des sentiments, des ressentis et des réflexions. Ancien président du Club Presse en Martinique, il fréquentait assidûment d'autres cercles, philosophiques notamment. Là encore, son engagement et sa rigueur vont marquer ses pairs. Il a été président en France d'un cercle philosophique dont je tirais le nom. Il n'est pas de ma responsabilité d'en parler. Mais s'il a été élu par des gens qu'il ne connaissait pas, c'est qu'on a reconnu ses qualités d'homme libre et de bonnes mœurs. Décédé à l'âge de 61 ans, l'homme avait exprimé la volonté de partir sans veillée, sans obsèques ou discours. Un paradoxe de plus pour un personnage public qui aimait cultiver son jardin secret et préserver son intimité.
Et les témoignages de tristesse et de condoléances des différents partis politiques locaux, du Club Presse et de ses confrères se sont succédés toute la journée. Alfred Marie-Jeanne a déclaré au nom de la CTM la franchise de ses propos a fait de lui un représentant émérite de la presse martiniquaise. Le PPM salue la mémoire d'un Martiniquais sensible et attentif aux affaires martiniquaises. L'association des maires regrette la disparition d'un homme de conviction, ardent défenseur d'une déontologie du métier de journaliste. Et enfin, le Club Presse salue la mémoire de cet éminent journaliste qui laisse un vide et qu'il sera difficile de combler. Eddy Marajo qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous avez côtoyé beaucoup Gabriel Galion. Dites-nous pour vous, qui était Gabriel Galion ? Alors, Gabriel, c'était d'abord quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup de respect. On s'est côtoyé pendant plusieurs années, tous les jeudis. On a enregistré une émission qui s'appelle Le Kiosque. Et je dois avouer qu'il nous manque vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui tranchait parce qu'il sortait de ce microcosme de la relation pouvoir qui est de la relation hypocrite. C'est ça. Et Gabriel n'hésitait pas à dire à quelqu'un en face, parce que ses réflexions allaient à l'encontre de la logique et de la cohérence, qu'il était un crétin. Et moi, c'est mon expression favorite, c'est ça. Vous êtes un crétin, monsieur, parce que ce que vous dites est faux. Et évidemment, il ne le sortait pas comme ça de manière spontanée, mais il écoutait très longtemps et au bout d'un moment, il nous sortait ça. Et on a passé des moments formidables parce que... Vous-même, vous avez eu des échanges musclés quelquefois avec lui. Oui, sur le kiosque. Et puis après, on se tapait dans le dos parce que, en fait, c'est quelqu'un qui avait une admiration pour l'honnêteté intellectuelle. Il détestait les gens qui trichaient. Et c'est ça qui est intéressant. Évidemment, dans le respect le plus absolu. Mais la Martinique a des gens comme ça, et malheureusement, très classiquement, ceux qui disent ou ceux qui proposent aux autres, à la majorité, un chemin, évidemment, c'est quand ils partent qu'on s'aperçoit ce qu'ils ont tracé. Et je pense que ce soir, c'est un moment d'une grande tristesse. Et le journalisme local a perdu quelqu'un d'important, c'est ça ? C'est clair. Je pense qu'il faut adresser toutes nos condoléances à ses confrères de France Antilles, parce que Gabriel était très fier de son journal. Et je pense qu'il faut tous qu'on soit très fiers de France Antilles, même si on ne partage pas la ligne éditoriale des années précédentes, mais c'est fondamental d'avoir, et on défendait au kiosque, et on continue à défendre l'idée d'une presse écrite surtout, parce que c'est ça qui est fondamental, et c'est ça qui nourrit la réflexion et le savoir, parce que c'est ça. Il faut que ça soit pédagogique, le savoir des gens qui sont autour de nous. Et là, on a perdu un maître d'école. Merci à vous, Eddy, pour ce témoignage. Au chapitre social, près de 50 citoyens et membres du personnel médical de l'hôpital des Trois-Îlets ont manifesté aujourd'hui contre la possible fermeture de la structure. C'est le principe de GHT, groupement hospitalier de territoire, qui pourrait générer une mutualisation des services dans d'autres structures déjà existantes, une situation à laquelle s'opposent les Iléens mobilisés en collectif. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Dans cet établissement de soins de suite et de réadaptation, une centaine de patients est pris en charge quotidiennement par 50 soignants. Un personnel inquiet pour son avenir depuis l'annonce du projet de groupement hospitalier dans le Sud. Il est question en fait de faire d'éclater la filière de soins de suite et de réadaptation des Trois-Îlets. C'est une option pour laquelle, qui n'avait jamais été prévue auparavant, mais il a suffi d'un scénario proposé et d'une idée, en fait, d'une préférence de l'Agence régionale de santé par rapport, bien évidemment, à des considérations financières pour que l'orientation du comité de pilotage soit dirigée vers cette solution. À l'origine, cet hôpital, vétuste, devait être reconstruit à proximité du nouvel EHPAD de la commune et assurer ainsi la continuité des soins du bassin, Trois-Îlets, Anse d'Arlet et Marin, 15 000 patients potentiels. On doit maintenir le nombre de lits de soins de suite et de réadaptation avec ces spécialités. On doit les maintenir, en plus, on doit le maintenir
à côté de la maison de retraite, puisque l'EHPAD, c'est un gage de qualité, c'est aussi surtout un gage de sécurité. La municipalité s'insurge également contre la disparition de l'hôpital et l'éclatement de ses services vers d'autres communes comme le Saint-Esprit, car la ville a déjà beaucoup investi dans ce projet. Trois-Îlets a fait l'acquisition d'un terrain. Trois-Îlets a déjà reconstruit son établissement pour personnes âgées dépendantes, donc l'EHPAD. Sur ce même terrain, la commune des Trois-Îlets a fait une acquisition de 3 hectares. La commune des Trois-Îlets a la possibilité par la suite de faire une acquisition de 10 hectares supplémentaires s'il le faut, pour prévoir l'avenir sur le plan médical dans le sud de la Martinique. Cet après-midi, la direction de l'hôpital et le comité de pilotage du projet de groupement hospitalier devaient se réunir à l'hôpital des Trois-Îlets pour faire le point. En raison du mouvement, la table ronde a été délocalisée au pied levé au centre hospitalier du Marin. Les manifestants y ont quand même fait irruption. Il faut qu'on arrête aussi de faire sans la population hospitalière. Il faut qu'on puisse prendre en compte les patients, les familles et le personnel. On ne peut pas dissocier cela. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour qu'au Trois-Îlets, il reste l'hôpital de Trois-Îlets. Aujourd'hui, et prenez exemple de ce qui se passe après Tapit, et que nous, ici en Martinique, la galère qu'on voit dans le CHU, et vous autour. Alors, chaque établissement, ils ont l'intérêt d'exister. La direction de l'hôpital n'a pas souhaité nous répondre. Elle nous a seulement précisé, hors caméra, que le scénario retenu par le comité serait transmis ce vendredi à l'ARS, qui prendra la décision finale. Et en Guadeloupe, au contraire, c'est contre la réouverture du CHU de Pointe-à-Pitre que les syndicats sont mobilisés. Une réouverture partielle de la structure est envisagée malgré un courrier du préfet faisant état de graves carences sur le plan de la sécurité incendie pouvant mettre en danger la sécurité du public. L'UTS, l'UGTG a convoqué une assemblée générale du personnel ce matin. Voyez ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Pour cette troisième assemblée générale depuis l'incendie du CHU, le principal point à l'ordre du jour était la réouverture de la tour nord. Le SDIS, service d'incendie et secours, a dit que le CHU, aujourd'hui là, par remplir les conditions de sécurité pour assurer réception à malade, hébergement à malade et traitement à malade. Parce qu'il y a l'autre défection, il y a l'autre situation d'infection, de protection contre l'incendie qui part au point, qui part à fonctionner, qui HS. Okay? Mais ça, c'est des rapports constants que le SDIS fait, que la commission départementale de sécurité fait, et que le CHU n'est pas conformé à ces règles-là, puisqu'on va rappeler qu'au mois de mars dernier, nous avons fait un mouvement qui dirait un mois pratiquement, un mouvement de personnel, un mouvement de conscience. L'ARS et le CHU étaient engagés avec nous, syndicats UTS UGTG, à débloquer pas de 8 millions d'euros pour mettre le CHU aux normes incendie et électrique. Ça n'a pas fait. Ni 20 millions d'euros qui ont été investis à tous les domaines techniques, biomédicaux et de sécurité qui ne sont pas faits. Donc c'est pour ça que nous avons dit accident là. Si il y a accidentel là dans ce venu, ça n'est pas anodin. C'est pour ça que nous avons dit que telle situation va permettre que la direction à CHU là, en lien avec l'État, en lien avec la direction générale de l'offre de soins, en lien avec l'ARS, mettre en place chez Maïtou Kabouva l'offre de soins en Guadeloupe. L'autre point, l'organisation du CHU mise en place depuis l'incendie. Mais j'ai l'impression que aujourd'hui l'accident a servi l'ARS prétexte pour mettre en place schéma d'organisation qui a été prévoir, qui a consisté effectivement en un CHU multisite, avec un site certainement à Périn ou à Mont-Jolivière, réhabilité partiellement totalement, mais à terme, on CHU multisite. Là, le CHU qui a fait bien dans tout cœur amitié, c'est le soin de référence, et tout est un établissement là, qui avait des établissements de palliatifs, ok. Pour ça, il a concerné le poste urgence, le poste soins actifs. Selon le syndicat, cette organisation temporaire pourrait devenir définitive et avoir pour conséquence la suppression de 400 lits et 500 postes, une situation inacceptable pour le personnel. Des actions sont prévues. Nous, au conseil de surveillance vendredi, nous prenons là, nous allons soumettre le personnel là en motion. Là, nous allons exiger le conseil de surveillance là pour en position avec nous à cette réactivation à CHU là. Premier bulletin, et bien évidemment, publication à diagnostic là qui fait ces nos difficultés aujourd'hui là. Et deuxième bulletin, nous allons c'est pour le mois de janvier. Nous allons pour le mois de janvier parce que nous allons dire une fois que le diagnostic est publié, il faut obligatoirement engager les travaux de réhabilitation et pour la réactivation à CHU là. Selon l'évolution de la situation du CHU, la prochaine assemblée générale du personnel sera programmée en janvier.
De retour en Martinique avec le fourneau économique qui ne distribuera plus de repas au sans domicile fixe. L'association basée à la rue Gallieni, qui servait des plats 5 fois par semaine, n'a plus les moyens logistiques de le faire. À partir du 2 janvier prochain, ça sera le Secours Adventiste situé sur la route des religieuses qui prendra le relais. Les plus âgés se souviennent des bacs A, B ou C. La génération suivante a été confrontée au bac L, S ou ES. Ce diplôme général d'accès aux études supérieures va une fois de plus changer. Et pour que les lycéens puissent avoir leur mot à dire sur cette décision, une consultation en ligne a été lancée par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Jonathan Lariot a questionné les principaux intéressés sur ce sujet. Regardez. Selon vous, l'examen du baccalauréat aujourd'hui n'a plus de valeur ? Plutôt d'accord. La réponse de Doumé, élève en première au lycée Félix Éboué de Cayenne, ne s'est pas fait attendre. Sur son téléphone, défile un questionnaire tout juste paru ce matin. Les questions portent sur l'utilité du baccalauréat. Juste avec un bac simple comme ça, on n'a pas beaucoup d'options pour travailler, etc. Il faut surtout repartir sur des études, continuer à apprendre et toujours apprendre. La mesure vient du ministre de l'Éducation. Elle vise à recueillir les avis des lycéens ainsi que leurs idées pour améliorer cet examen, qui est aujourd'hui la porte d'entrée aux études supérieures. Sur le site, plusieurs questions. Chaque lycéen est amené à y répondre. Devant le lycée Félix Éboué de Cayenne, à la sortie des cours, les avis restent mitigés. Selon vous, l'examen du baccalauréat aujourd'hui doit être réformé. Plutôt d'accord ? Je pense que c'est une bonne option. Pour connaître nos capacités, pour savoir ce qu'on a retenu. On se demande pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas avant. Il ne s'intéresse pas, c'est à notre avis. Le ministre de l'Éducation promet une réflexion basée sur ces avis pour améliorer l'examen au courant 2021. Du côté des parents venus récupérer leurs enfants, dur d'imaginer le changement dans un système qui semble avoir fait ses preuves. Vu le temps que ça dure, je me dis qu'ils n'ont pas réussi à trouver mieux que cette formule-là pour évaluer les compétences des élèves. Donc voilà, et je pense que certains élèves même souhaitent garder le bac à la fin donc, de leur cursus au lycée pour pouvoir donc donner un petit peu plus de valeur au cursus lui-même. La concertation publique est disponible du 13 au 19 décembre 2017. Les résultats seront publiés en janvier 2018. Et en attendant de pouvoir passer le bac, les élèves doivent apprendre à mieux vivre ensemble. Les collégiens de Dillon 2 ont travaillé sur un court-métrage contre le harcèlement scolaire, un projet qui a mis 4 ans à être exécuté avec l'aide d'une réalisatrice professionnelle. Le titre du film, L'Alliance qui sauve, et Johan Boulard a assisté à sa première représentation. Regardez. Plutôt mignonne, toi. On ne t'en tirera pas aussi facilement. Parce que comme tu peux le voir, tu as bousillé mon pôle. Pression, intimidation, chantage, le lot quotidien de certains élèves. Le film retrace le parcours d'une victime, une course contre le harcèlement que l'actrice principale a elle-même vécue. On m'embêtait parce que j'ai des poils sur les bras, sur les jambes. On m'embêtait pour mes longs cheveux, le fait que j'ai de bonnes notes à l'école. On me disait que j'étais une soucieuse, que j'étais un gorille, une femme des cavernes. Donc c'est vrai que c'était pas facile. On m'a tiré les cheveux, on m'a donné des coups. Mais cette fois, le harcèlement revêt sa forme la plus extrême, le viol. C'est une nouvelle dans mon lycée. Depuis mon arrivée, je me fais harceler sexuellement par un garçon de 17 ans. Des rôles créés et interprétés par les élèves qui n'ont reçu qu'un léger coup de pouce. On n'écrit pas un scénario de la même façon qu'on écrit pour un livre. Donc il a fallu leur apprendre à écrire un scénario à partir de l'histoire. Donc enlever des choses, en remettre d'autres, améliorer, etc. Après les 20 minutes de projection, les réactions sont unanimes. C'était vraiment très bien. Je ne sais même pas à quoi dire. Je suis restée sans mots devant ce film. Il y a des élèves qui sont harcelés mais qui ne le font pas dire.
qui ne le signalent pas, ils restent dans leur coin. Tous les élèves qui sont harcelés devaient dire ça à un adulte ou bien parler au proviseur, etc. Ce court-métrage est l'aboutissement d'un projet pédagogique entamé dès le début du collège avec la rédaction d'un journal papier en 6e et en 4e. Avec près de 35 cas recensés chaque année, le thème du harcèlement à l'école s'est imposé de lui-même. Au moment où le projet a été initié, c'était nécessaire. Non pas parce que le harcèlement, le problème ne se posait pas avant, mais parce qu'il a pris une ampleur difficile à contrôler, essentiellement à cause, malheureusement, des réseaux sociaux. Cette expérience de travail et de vivre ensemble a permis à ces élèves de libérer la parole sur un sujet souvent tabou, car l'une des armes les plus efficaces contre le harcèlement reste d'en parler. Parlons maintenant de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Redoute entre les différents représentants du conseil d'administration de l'AMEP. Depuis l'annonce du placement de la structure en redressement judiciaire, le personnel est inquiet. Les membres déplorent un manque de communication et de consultation. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Depuis une dizaine d'années, on avait déjà demandé à l'ancien directeur de passer par cette option, chose qu'il a refusé. Et maintenant, nous nous trouvons dans une situation que nous découvrons vraiment calamiteuse et on se demande à quelle sauce que nous serons mangés. Le conseil d'administration, on a l'impression fait tout à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, il aurait fallu réunir le personnel, les instances représentatives du personnel, et ensuite, avec eux, discuter et voter cette DCP. Mais il se trouve qu'ils ont d'abord fait la DCP et ensuite réuni hier, il y avait la réunion du comité d'entreprise. À vrai dire, on se demande que veut ce conseil d'administration-là pour la MEP en général. Le déficit de la MEP, il est strictement structurel. Car nous savons que depuis quelque temps, il y a de moins en moins d'élèves, notamment dans les écoles primaires, des écoles de moins en moins d'inscriptions. Et surtout pas oublier que ce qui fait vivre la MEP, les sources vives de la MEP, l'argent vient des parents. Nous sommes en train de réorganiser un petit peu donc, la structure administrative et financière, peut-être revoir les fiches de poste, mais il n'est nullement question de licencier qui que ce soit. Il y a un audit qui est en cours et nous travaillons donc avec un cabinet d'expertise comptable. Et c'est difficile, effectivement. La MEP est en redressement judiciaire et il y a une date butoir qui nous attend. Donc le travail est en train d'être fait pour trouver les éléments et avoir de façon chiffrée des tableaux et pour nous permettre de continuer l'exploitation de l'Institut. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de ce chanter Noël au Pipiri chantant qui a rassemblé de nombreux participants ce matin à Fort-de-France. Le groupe Ravinplat a assuré le show. Et puis nous verrons que la production de groseilles est très bonne cette année. Hubert Morny l'a constaté aujourd'hui dans une exploitation du Carbet. Des pubs du monde entier, dont 480 inédites, 70 pays représentés. La nuit des publivores est de retour au cinéma en Martinique. Pour en parler, nous recevons Eddy Marajo, qui est l'organisateur de l'événement. Bonsoir à vous, Eddy. Bonsoir. 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 La manifestation revient après 10 ans d'absence. Dites-nous pourquoi avoir attendu aussi longtemps. Alors, on a fait déjà, on l'a organisé de 1995 à 2008. Donc vous imaginez, c'était déjà très très long. On a fait un break pour pouvoir renouveler un peu les générations, renouveler un peu le contenu. Et puis là, on propose, on revient, donc proposer aux nouvelles générations un nouveau regard sur la publicité. Alors l'idée, c'est évidemment de mêler dans ce produit à la fois de la pub et puis du loisir, puisque le concept, c'est à la fois de regarder des publicités extraordinaires du monde entier, et puis de danser sous la musique sur la musique de 3 DJ. Alors avant de poursuivre, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de la nuit des publivores, on va regarder un extrait de l'ambiance qu'il y a dans ces manifestations. On regarde.
Alors, je disais, pour ceux qui ne connaissent pas, on pense aux plus jeunes. Comment ça va se passer chez nous cette année? Alors, très concrètement, ça sera comme on l'a vu, là, on a été beaucoup plus loin que ça, parce que ça, c'est sur la scène avec des ballons, etc. Nous, on va beaucoup plus loin. On a 45 minutes de pub où ils vont dans toutes les salles du complexe de Madiana, donc les 10 salles. Ils regardent une sélection des meilleures pubs du monde et ensuite, ils vont s'éclater pendant 45 minutes sur un espace de danse de 1200 mètres carrés. Donc avec 3 DJ, ça se passe de manière alternative. Pub, danse jusqu'à 6 heures du matin. Donc on l'a fait pendant des années. On a une demande qui est là, qui est latente. Donc on remet le couvert. L'idée c'est quoi? C'est de faire partager cette espèce de communion mondiale que constitue la communication publicitaire, mais sur des thématiques qui sont un peu plus... j'allais dire, plus haute que simplement vendre de la soupe. Chaque pub sélectionnée est une œuvre d'art. Alors justement, comment sélectionnez-vous les pubs? Comment vous faites la Cinémathèque Boursicot, avec laquelle on travaille, sélectionne avec l'ensemble des communicants du monde entier. Donc il y a plus de 150 pays qui spontanément contribuent à cette sélection. Et l'idée, c'est une pub qui dure 8 secondes ou 30 secondes, puisse dire, quelle que soit la langue, parce qu'il n'y a pas de traduction, quelle que soit la langue, qu'on puisse la comprendre. Et parmi ces pubs, il y a des pubs antillaises. Il faut rappeler que, par exemple, la pub qui est la plus aimée parmi les pubs martiniquaises, c'est pour Royal Soda, un rouge, un jaune, un vert. Je sais pas si avec vous vous rappelez. Ripper, oui. Avec Jean-Yves Ripper. Eh bien, en Chine, il n'y a rien à faire pour le défaire. En Chine, les gens ont appris les paroles par cœur. Ah oui. Et ils se lèvent et ils répètent ces paroles. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais en fait, c'est ça. L'idée, c'est de communier. Et puis, on a... après la pub, chaque séquence de pub, un entracte où on va déguster des glaces, des boissons qui sont offertes généreusement à l'ensemble des participants. Et puis les jeunes vont danser et puis ensuite ils retournent en salle. L'idée, c'est de faire communier une population qui est la population de l'avenir en fait. C'est des jeunes, mais des moins jeunes, parce qu'il y a des fanatiques qui nous ont appelés pendant toutes ces années en nous disant on veut revoir la nuit des publivores, et donc on leur offre ce cadeau-là. Alors, information pratique, comment faire? Est-ce qu'il faut arriver samedi soir et prendre son ticket ou ça se prend en amont? Non, il faut le prendre à l'avance, c'est clair, les points de vente sont indiqués dans la communication. Il faut arriver à 23h et ça commence à partir de minuit. Donc les entrées en salle sont à partir de minuit et jusqu'à 6h du matin. Voilà. Alors, pour conclure, je vous demande une petite analyse. Est-ce que vous avez l'impression que le monde de la pub évolue aujourd'hui? Est-ce que les entreprises consacrent un budget à la publicité? Aujourd'hui, la publicité, elle touche tout. Aujourd'hui, personne, devant le foisonnement de l'offre, de produits, de services, etc., si vous ne vous distinguez pas et vous ne faites pas savoir que vous existez, alors on n'appelle plus ça de la publicité, on appelle ça de la communication, notamment sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les grands réseaux sociaux ne vivent que grâce à la publicité. Très rapidement, Facebook ou Google ou Twitter, etc., vivent des annonces publicitaires. Et c'est ça leur modèle économique le plus structuré. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on arrive à intéresser des gens qui sont envahis de communication à des choses extrêmement simples. Et vous le voyez à la télé régulièrement, mais là, on va dans d'autres pays et on voit des choses extraordinaires. Très bien, merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, je rappelle que le rendez-vous est fixé ce samedi. Samedi, minuit, Madiana. Très bien, merci à vous. Et avant de finir, est-ce que vous aimez les chanter Noël? J'adore ça. Bon, très bien. Alors, sachez qu'il y avait une très bonne ambiance ce matin, très tôt, sur le parking de Carrefour Dillon, dès 4h du matin. Le groupe Ravinplat a proposé un grand chanté Noël et le public a été au rendez-vous. Voyez ce reportage de Camille Joseph. Le coq n'a pas encore chanté, mais ce matin, c'est une autre voix qui lui vole la vedette, celle de Saint-Bertroudard et son groupe Ravinplat.
Le public a répondu présent, venu des 4 coins de l'île et levé aux aurores pour ne rien rater du rendez-vous. Durant 2 heures, les spectateurs entonnent les célèbres ritournelles qu'ils connaissent par cœur. Je viens de Saint-Domingue, mais j'habite à Saint-Joseph. J'ai trouvé que c'est super et ça a drainé beaucoup de personnes. Donc c'est la tradition en Martinique. J'ai trouvé que c'était magnifique, impeccable, rien à dire. On s'est bien s'amuser, impeccable, impeccable. Alors je viens de Paris, je suis en vacances pour 2 semaines et je suis chez ma sœur au Verpré. Alors on s'est réveillé à 3 h du matin pour arriver ici à 4 h du matin. Pour ce groupe, pilier du cantique de Noël, mettre l'ambiance est une chose. Mais chaque prestation est aussi l'occasion de montrer que la relève se prépare. Et bien. Depuis tout petit, je suis Ravin Blatt et j'ai entendu la chanson, et puis ça m'a donné envie parce que je trouve qu'il y a une certaine joie de vivre dans le cantique. C'est bien tout d'apprendre de l'âge et si on veut que cette tradition perdure, il faut que les jeunes prennent la relève et je crois que je pourrais dire que dans quelques temps, je pourrais passer le flambeau parce que ce qu'on voit avec les jeunes aujourd'hui, les jeunes du groupe Ravin Blatt Junior, c'est quelque chose qui est très encourageant pour l'avenir. Le rendez-vous initié par cette enseigne de grande distribution est devenu incontournable au fil des éditions. Une belle vitrine commerciale, mais aussi un vrai coup de pouce à ces artistes qui défendent la tradition. Autre ambiance, mais cette fois-ci pour voyager sans quitter la Martinique. C'est ce que propose Vanessa Lègle, une Martiniquaise avec son spectacle de cabaret. Au programme danse, magie et French Cancan. La troupe sera en représentation à l'Arrobase ce jeudi et vendredi. José Le Chertier a assisté aux dernières répétitions. Regardez. C'est un spectacle riche en couleurs, en costumes, en strass et paillettes surtout. Et puis avec, pour faire un petit rappel des anciens de Las Vegas comme Frank Sinatra, Elvis Presley. On va retrouver ça, on va trouver du Britney Spears aussi, la nouveauté sur Las Vegas en ce moment. On va trouver du Michael Jackson, on va trouver plein de choses qui parlent de Las Vegas, qui ressemblent à Las Vegas, tout en restant dans du cabaret. Je fais l'entrée, la sortie et puis 2 morceaux dans différents tableaux. Concrètement, vraiment pas de stress. Je maîtrise la plupart des morceaux. Bon, là, on est encore dans le perfectionnement à 2 jours, parce que ça demande quand même de l'investissement, de l'énergie. Donc avec le boulot en plus, c'est pas évident tout le temps de se caler. Donc forcément, il y a des moments où on est un peu naze. Et comme moi, c'est de l'apprentissage pur des paroles, de la mélodie, du phrasé. Et il faut vraiment poser les choses de façon à interpréter à la perfection le personnage qu'on a. Puisqu'en fait, je suis même acteur dans le show au final. Chaque année, il y a un thème différent. Cette année, nous avons décidé, pourquoi pas, de faire vivre les gens à travers le Las Vegas. Puisque Las Vegas, qui dit Las Vegas, dit casino, jeux, mais aussi les spectacles, les paillettes et tout. Et comme c'est la période de Noël, ça rentre très bien sur cette période. ATV toujours plus proche de vous, place tout de suite à notre JT des communes.
Nous sommes en pleine période de l'Avent et les fruits de saison sont abondants cette année. La groseille, par exemple, qui est plus une plante proche de l'hibiscus, est particulièrement présente. Hubert Bornil et Sandrine Claude se sont rendus dans une exploitation au Carbet. Et vous allez le voir, vous pourrez faire beaucoup de jus cette année. Regardez. J'apprends le métier, je ne suis pas très fort, je suis en compagnie de Guy Charles et Daniel. On est en pleine récolte de groseilles, c'est la période. Groseilles là qu'on vend bien en ce moment, mais c'est beaucoup de travail et puis surtout attention aux tâches lorsqu'on a un pantalon blanc comme notre caméraman. Comme pour beaucoup d'agriculteurs de la côte Caraïbe, la période de l'Avent, juste avant Noël, est une aubaine. La groseille pays constitue une vraie manne financière pour ces hommes de la terre. En ce moment, il faut dire que la fleur se négocie à bon prix sur les étals des marchés. C'est la saison, à la veille Noël, et puis bon, la semaine prochaine, c'est un petit peu plus l'heure de pointe, puisque nous arrivons et les jours c'est Noël, et après ça, encore un petit peu. Je suppose que c'est pour y ça fait sirop, comme ça pour y importer, mais de l'autre côté. Guy Charles et Daniel récoltent jusqu'à 200 kg de fleurs de groseille par jour. En fait, ces hommes n'ont fait que suivre la tendance du marché et ils ont planté jusqu'à 3000 pieds de groseille pays. Voilà qui apportera un bon ballon d'oxygène en cette fin d'année. C'était bien main-d'œuvre qui était chez nous, mais en réalité, nous n'avons pas ni main-d'œuvre là qui a nous suffisamment rendement. Alors nous l'avons hésité, mais bon, c'est des choses que peut-être que nous pouvons garder pour nous ça, comment on a fait les autres années. Une affaire certes rentable qui impose cependant que l'on s'expose durant des heures sous le chaud soleil de Boubrois. L'agriculture là toujours aide. Ni 6 ans avec groseille, chaque année. Alors, nous allons essayer de défendre nous. Allez, le travail est terminé pour aujourd'hui. D'ailleurs, je passe à côté du bissap blanc, direction le grand marché. C'est donc la groseille, bon groseille, tout pays a. On fait tout avec la groseille, même du boudin. Ben oui, on essaie. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur le parking du lycée Nord-Caraïbe de Bellefontaine. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tché PIA. À tout de suite.